Bien, bonjour à tous. Merci de prendre le temps de nous rejoindre pour cette table ronde. Je suis Christophe Burkhardt, je dirige le groupe IWG pour la France. IWG qui est le leader des espaces de travail flexible et du coworking, connu sous un certain nombre de marques, dont Spaces. Et c'est justement de Spaces que nous réalisons cette table ronde aujourd'hui, dont j'aimerais vous rappeler le thème: transformation de l'immobilier, approche à 360 degrés des nouveaux enjeux. La transformation de l'immobilier, on en a parlé, on en a beaucoup parlé, beaucoup entendu parler. Des sujets comme la transformation des usages, plus de services pour les utilisateurs, l'importance grandissante de la flexibilité pour les entreprises dans leurs engagements, dans leur capacité à faire évoluer les actifs immobiliers qu'elles utilisent. Le nomadisme, de plus en plus de collaborateurs, de salariés de l'entreprise qui sont en déplacement, tout cela bien évidemment aidé par la révolution numérique, et puis le besoin de protéger notre planète, le besoin très très important de protéger l'environnement. Ce sont des sujets dont on a parlé avant la crise du Covid, dont on a parlé pendant la crise du Covid, dont on parle aujourd'hui, bien évidemment, mais ce sont des sujets très très importants qu'il va falloir aborder aujourd'hui. À 360 degrés donc, puisque c'est la deuxième partie du thème. 360 degrés, puisque nous avons fait un choix un peu différent d'un certain nombre de tables rondes qui ont déjà eu lieu sur ce thème-là, en prenant des avis pas simplement provenant des experts et des professionnels de l'immobilier, mais plus généralement par l'ensemble des acteurs qui sont autour de ces espaces immobiliers, qui les utilisent. Alors, nous aurons par exemple un utilisateur, mais pas un directeur immobilier. Nous avons la chance d'avoir avec nous Arthur Fouvez, qui est directeur général adjoint à l'Express. Bonjour Arthur. Bonjour Christophe. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'Express, même si tout le monde connaît déjà très très bien? Alors très rapidement, l'Express, c'est d'abord une marque média qu'effectivement beaucoup de gens connaissent, qui a été créée en 1953, qui est un hebdomadaire papier qu'on trouve en kiosque ou auquel on peut s'abonner. C'est également un site, une application, puisque c'est aujourd'hui majoritairement sur nos interfaces digitales qu'on est consulté. Et l'Express, c'est une entreprise qui est en transformation. L'Express a été racheté en 2019 par Alain Veil, et depuis, on a entamé une profonde transformation de l'entreprise et du titre, qui a notamment abouti à notre déménagement et à notre arrivée chez Regus en juillet 2020, juste à la sortie du confinement. Donc on en parlera, mais ça fait tout à fait partie de notre chantier de transformation. Et alors, ce sera très intéressant de vous entendre, vous en tant que directeur général, sur le sujet de l'immobilier et comment l'immobilier peut aider l'entreprise à être plus agile, comment l'immobilier peut vous aider à atteindre vos objectifs business. Tout à fait. Nous aurons un professionnel de l'immobilier avec Pierre Mattei, qui est le président de Keysreim. Bienvenue Pierre. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre groupe, en quelques mots? Tout à fait. Donc Keysreim, c'est la société de gestion du groupe Keys Asset Management. Nous, notre métier, c'est de gérer des actifs immobiliers. On a différentes stratégies. Donc la stratégie d'origine, c'est une stratégie de détention long terme de nos actifs. Donc on vient encaisser des loyers auprès de locataires et on travaille notamment avec le groupe IWG sur ce sujet. On a des stratégies de revalorisation d'actifs et enfin, on a des stratégies de co-investissement. Bon, on pourra rentrer un peu plus en détail sur ces sujets-là. Merci en tout cas à tous les deux de faire partie de la table ronde. Troisième personne qui sera avec nous aujourd'hui, que je connais bien, puisque Laurent Saint-David travaille avec moi chez IWG. Laurent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots également? Plaisir. Donc, Laurent Saint-David, je suis le directeur du développement immobilier du groupe IWG en France. J'ai donc la charge de trouver, de sourcer, de négocier les nouveaux immeubles en lien avec notre service travaux, de les aménager pour ensuite les délivrer pour que l'Express, par exemple, puisse les utiliser. Donc, tu as un rôle d'intégrateur, de fournisseur de services pour permettre que ces espaces de travail soient utilisables par des locataires comme donc l'Express. Donc, ce sera très intéressant d'avoir les points de vue sur ce sujet-là, d'angles qui sont différents et complémentaires. Pour commencer la discussion, j'aimerais partager avec les gens qui nous suivent une slide qui nous vient de nos partenaires de chez JLL qui ont mené une étude il y a quelque temps auprès des professionnels de l'immobilier et auprès d'utilisateurs d'espaces de travail concernant les 10 grandes tendances de l'immobilier en 2021. Alors, je vais vous épargner le fait de prendre chacune de ces tendances et d'en discuter de manière détaillée, mais je crois qu'il y a 4
grands enseignements sur ce qui sera important en 2021 dans le domaine de l'immobilier. La première chose que l'on peut voir, c'est cette notion de collaborateur, d'usage, de bien-être, de performance et de productivité. Donc, comment allons-nous créer les conditions pour permettre aux équipes de se réaliser et de réaliser leurs objectifs. Un deuxième point que l'on voit sur la slide concerne cette notion d'entreprise étendue, c'est-à-dire que au-delà des bureaux de l'entreprise, cette notion de télétravail dont on parle de plus en plus devra s'asseoir et s'accompagner de développement de lieux complémentaires à la disposition des salariés de l'entreprise, donc des notions de réseau, des notions d'opérateurs externes, opérateurs de coworking par exemple. Troisième grand message selon moi de cette étude, cela concerne l'intégration du digital à la fois dans la gestion de l'immobilier, mais aussi dans les outils qui sont mis à la disposition des collaborateurs des entreprises et qui leur donnent cette possibilité d'être de plus en plus mobiles. Et enfin, un dernier point, l'entreprise responsable, l'immobilier responsable, qui fait que notre secteur, celui de l'immobilier, comme tous les autres secteurs de l'économie, doit contribuer à la baisse des dégagements de CO2. Donc voilà pour lancer cette discussion. Et nous allons donc parler de ces thèmes-là. Ce que nous souhaitons vraiment faire pour se démarquer un peu des différentes tables rondes qu'on a pu déjà écouter jusqu'à aujourd'hui, c'est partager avec vous, non pas simplement des idées, des analyses, mais aussi des solutions, des pratiques qui ont été mises en place à l'Express, chez Keys, chez IWG, qui vous permettent de prendre ces sujets-là, de les comprendre dans le cadre des entreprises dans lesquelles vous fonctionnez et de voir s'il y a des choses que vous pouvez mettre en place, mettre en œuvre opérationnellement pour commencer à agir dans le parcours de transformation dont on discute aujourd'hui. Donc, on va essayer d'être les plus pragmatiques et les plus opérationnels possibles dans la discussion qui va nous animer. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Arthur, sur le sujet de l'Express. En tant que directeur général adjoint, j'aimerais savoir ce que vous attendez, vous, de l'immobilier, quels sont les enjeux de l'immobilier selon vous à l'Express, et surtout, quelles sont vos attentes sur la contribution de l'immobilier, de l'organisation des méthodes de travail, sur le développement business de l'entreprise et l'atteinte des objectifs business de l'Express. Oui, alors nous, l'enjeu de l'immobilier, c'est pas complètement au cœur de notre stratégie. Je veux dire, on ne reçoit pas de public, on n'a pas besoin de montrer l'Express à des gens de l'extérieur, et donc on n'a pas cette dimension où le lieu incarne l'entreprise. L'entreprise, elle s'incarne par ses interfaces, soit digitales, soit papier, ce par quoi les gens arrivent sur notre contenu. En revanche, ce qui est intéressant et ce en quoi on a commencé à utiliser l'immobilier, notamment l'année dernière, c'est vraiment d'utiliser l'immobilier comme un vecteur de transformation. On est une industrie comme beaucoup qui se transforme aujourd'hui. Alors nous, ça fait un certain temps qu'on a entamé ce mouvement de transformation lié au digital, mais finalement, le mouvement qu'on a fait l'an dernier nous a permis d'accélérer la transformation de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise, c'est de passer à un modèle digital, parce qu'on sait que demain, le développement de l'entreprise, il passe par l'accroissement de nos revenus liés au digital, l'accroissement des abonnements numériques. Voilà. Pour arriver à faire ça, on peut le décréter, on peut sensibiliser nos collaborateurs, mais en réalité, il faut qu'on change profondément de façon de travailler. En arrivant chez Regus, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on en a profité pour mettre en place deux choses qui sont en partie contraintes et en partie liées à notre vision. La première chose, c'est de passer en flex office. Et le flex office, c'est la possibilité de casser toutes les barrières entre services. Et le problème, quand vous êtes sur un métier historique qui est le papier et que vous passez au digital, vous commencez par le développer comme un satellite. Et après, vous vous dites, mais ce satellite, il est en train de devenir plus gros que la planète autour de laquelle il gravite. Et donc, comment on fait pour inverser? Et pour que finalement, le digital pénètre l'ensemble des services et ensuite devienne le cœur du réacteur. Avec le flex office, on casse tous les silos. Donc on empêche effectivement le fait d'avoir des places tout le temps délimitées qui font que finalement les services fonctionnent en vase clos et on empêche de diffuser le changement. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place le télétravail de manière contrainte, mais ça nous a amené à revoir tout l'agencement immobilier et à équiper tout le monde en équipement portable, à faire en sorte que les réunions soient systématiquement hybrides, c'est-à-dire qu'on a dans toutes les salles de réunion une caméra, et ce n'est pas juste une caméra, c'est qu'en fait un système simple qui permet juste en branchant un câble
de démarrer la réunion et d'avoir une hybridation, ce qui fait qu'un chef de service n'a pas besoin d'avoir tout le monde autour de la table. Pourquoi c'est important? Parce que nous, on est sur un métier où il y a beaucoup d'échanges. Les journalistes, ils écrivent une première version de leur papier, puis ensuite ils ont une relecture, et puis ensuite... Le fait de faciliter grandement les échanges liés au numérique fait qu'on a pu accélérer le processus de révision et finalement atteindre nos objectifs business en ayant une qualité similaire entre ce qu'on a sur le papier et ce qu'on a sur le digital en termes de produits finis. Et donc finalement, tous nos efforts aujourd'hui liés à l'immobilier, c'est finalement d'introduire des outils qui servent en fait, par la force des choses, mais qui servent liés à notre aménagement, mais qui servent à transformer nos manières de produire du contenu. Et c'est comme ça que ça nous permet d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire de devenir une organisation digitale. Et puis ça va un peu plus loin après, quand on commence à aménager les lieux avec des écrans où on change d'indicateur. C'est-à-dire que dans un journal, vous avez évidemment, dans une organisation média, vous avez des journaux partout, vous avez du papier partout. Ce qui est moins évident, c'est d'avoir des écrans partout avec des indicateurs, avec le site, avec l'appli, pour que les gens comprennent qu'en permanence, finalement, la marque ne s'arrête jamais. Et les indicateurs changent. C'est-à-dire qu'on regarde moins les ventes au numéro, peut-être, mais on regarde l'audience du jour, on regarde les conversions, combien d'abonnés on a fait aujourd'hui. Et ça, c'est aussi le lieu qui doit incarner ça. D'accord. Vous parlez donc d'une évolution de l'organisation. Vous dites on a besoin de devenir une organisation digitale. Donc, ça touche en premier lieu les collaborateurs de l'entreprise. Oui. Ces collaborateurs-là, lorsque vous avez commencé à fonctionner en flex office, quelquefois à distance, en ne faisant pas le compromis sur les échanges, hein, c'est ce que vous dites grâce au digital. Quand on pense aussi aux journalistes qui ont un métier assez traditionnel, des bureaux souvent et du papier, comment est-ce que ça a été ressenti et comment est-ce que vous gérez le changement aujourd'hui pour aller sur des organisations telles que celles que vous avez décrites? Alors, il y a deux niveaux. D'abord, il y a un premier niveau opérationnel qui est qu'on a quand même une population, les journalistes, qui est une population nomade par essence. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à écrire leur papier à distance. Le fait finalement, le télétravail, ils l'ont vécu peut-être plus facilement que d'autres professions. Ça, c'est à peu près 50% de l'entreprise. Ce sont des journalistes écrivants. Et écrire de chez eux ou écrire au bureau, ils le faisaient déjà d'une certaine manière. Donc, c'est une pratique qui s'est mise en place assez naturellement. Il y a un deuxième niveau qui est plus lié à une culture ancienne, qui est qu'effectivement, le flex office, ça casse les statuts. C'est-à-dire que là où avant, on avait un bureau fermé, on avait... Enfin, moi, à l'époque, quand je suis arrivé à l'Express, il y a assez longtemps, enfin, il y a assez longtemps, pas si longtemps, mais il y avait un rang à partir duquel on avait un bureau avec une porte qui fermait, et puis sinon, on avait un bureau, mais sans porte. Et ça dépendait de son statut hiérarchique. Donc, l'aménagement des lieux était extrêmement important dans la perception qu'on avait de la valeur de son travail, ou en tout cas de la reconnaissance de l'entreprise. Là, effectivement, il y a eu un peu de friction sur le fait qu'on a cassé ces choses-là. Après, ce qui est important aussi, c'est lié au contexte sanitaire, mais on s'est beaucoup posé la question de savoir ce que ça signifie de venir au bureau. Puisqu'on a maintenant des outils qui permettent de collaborer efficacement, on a finalement des flux de copies, voilà, un certain nombre de process qui ont été revus et qui, avec le digital, peuvent être faits de manière à distance. Et donc, finalement, le bureau, on a un peu changé. Et c'est lié aussi au changement de localisation, puisqu'on est... On est à Trocadéro, donc on est revenu au centre de Paris, alors qu'avant on était plutôt en périphérie. Et ce qu'on vend aux collaborateurs, c'est une expérience de plaisir et de collaboration. C'est-à-dire, vous venez au bureau, d'abord vous avez du bon café, c'est des petites choses, hein, mais vous avez des locaux agréables, une décoration agréable, moderne, du bon café, des boissons. Voilà, vous avez une expérience agréable, on prend soin de vous. Voilà. Et la deuxième chose, c'est on multiplie les espaces de collaboration. La cafétéria, un espace collaboratif avec différentes façons de s'installer, plus de salles de réunion, des phone box pour s'isoler. Voilà. On multiplie ces choses-là parce que le bureau, c'est pour voir ses collègues et pour faire avancer entre services des moments de collaboration qui sont un peu plus faciles à organiser que via une réunion Teams ou Zoom, parce qu'il y a plus d'informel. Mais voilà, c'est là-dessus en tout cas qu'on essaie d'insister parce que c'est les attentes des collaborateurs quand ils viennent au bureau. C'est-à-dire que si vous demandez aux collaborateurs de venir plutôt que de les laisser travailler d'un lieu qu'ils auraient choisi, c'est qu'il faut que le présentiel ait une valeur. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Exactement. Et donc, vous créez des aménagements beaucoup plus collaboratifs, parce que si c'est pour aller dans l'entreprise, s'enfermer dans un bureau, ressortir le soir, ça ne sert à rien. Mais au-delà des aménagements, justement, collaboratifs pour faciliter ces réunions et ces échanges, est-ce que vous avez aussi un espèce de programme
le programme du jour, l'agenda du jour, pour favoriser encore plus le fait que le présentiel ait une valeur et donc que l'entreprise garde une valeur forte. Je ne sais pas, peut-être que vous dites à chaque fois que tout le monde vient, il y a forcément le mot du président devant tout le monde, ou alors peut-être des sessions de formation. Est-ce que vous avez été au-delà de l'aménagement en créant des moments où le présentiel devient vraiment extrêmement utile? Alors, il y a le rythme de la semaine. Nous, on est quand même marqué par le fait qu'on a un calendrier de bouclage chaque semaine. Il faut qu'on ait bouclé le journal. Il y a la conf de rédaction où tout le monde participe dans un mode hybride, hein, puisqu'on s'est équipé d'un énorme écran. Donc, en fait, les gens peuvent être à distance ou là, et ça se passe vraiment très bien. Ça, je dirais que c'est l'animation classique. On n'a pas pour l'instant, mais c'est très lié au contexte sanitaire, créé des vrais moments de regroupement. D'accord. Il y a des réunions de service, voilà, mais je dirais que c'est le calendrier classique. On n'a pas créé d'animation. Après, la raison pour laquelle on a choisi ce lieu, c'est aussi qu'on est dans un immeuble qui a des prestations magnifiques au Trocadéro, et on a notamment un amphithéâtre de 144 places au sous-sol, et on a tout de suite, c'était la vision d'Alain Veil quand il a visité les lieux, il a dit on va faire plein de choses avec cet amphithéâtre. Donc notre idée, c'est vraiment d'avoir ce hub. Le siège, pour nous, c'est notre hub. C'est là où les gens viennent se rencontrer avec du plaisir, avec de la collaboration et en cassant au maximum les silos dans l'entreprise. Et après, on va effectivement créer de l'animation, mais je dirais dans un deuxième temps. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place et ce n'est même pas lié directement à notre espace à nous. Je pense qu'on a plutôt envie d'utiliser cet amphithéâtre qu'on a en dessous, à la fois avec des clients, mais aussi avec nos collaborateurs. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, quand on parle du télétravail, les entreprises disent « ça y est, on met en place le télétravail, les gens vont venir 1 ou 2 jours par semaine, le reste du temps, ils pourront travailler de chez eux ». Mais c'est très quantitatif, ça n'a absolument rien à voir avec l'usage, ça n'a rien à voir avec ce dont vous parlez, qui à mon avis est la bonne méthode, qui est de dire pourquoi est-ce que les gens viennent au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on aménage et qu'est-ce qu'on organise pour que le présentiel prenne de la valeur. Et donc, c'est vraiment intéressant de vous entendre. Pierre, Laurent, réaction? Non, je vais paraphraser ce que tu viens de dire. C'est effectivement quelque chose qui est une tendance forte qu'on constate tous les jours. C'est ce qu'on appelle le hub and spoke, avec un siège où on va avoir des activités qui ont du sens. Vous disiez, la collaboration, le plaisir, échanger. Et puis ensuite, travailler de satellite ou de chez soi, puisque je pense que les trois sont possibles. Siège, satellite et de chez soi, pour effectivement avoir une semaine la plus efficace possible. Et ça, effectivement, c'est la théorie. Et on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on le met en œuvre, puisqu'il y a des vraies solutions aujourd'hui qui existent. Alors, je voudrais juste peut-être ajouter quelque chose avec la casquette immobilière. Mais ce qu'on voit, c'est que effectivement, l'usage dorénavant est au centre des problématiques de chacun, des collaborateurs comme des responsables d'entreprise. Et que finalement, pour une grande majorité des entreprises, le réaménagement des locaux dans le cadre du télétravail ne se traduira pas par une économie de surface. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aménager les locaux différemment, comme vous l'avez dit, avec beaucoup plus d'espace collaboratif et ainsi de suite. Mais au bout du bout, la consommation de mètres carrés va être la même. En revanche, on va chercher du service et de la simplicité, bien sûr de la flexibilité, mais ça vous savez mieux que nous. Et nous, on a le cas, qui est chez nous, le cas pratique, puisqu'on a déménagé il y a 4 mois. Et concrètement, on n'a pas gagné 1 mètre carré, malgré le télétravail et une politique volontariste sur le télétravail mise en place il y a 1 an, avec plus de 2 jours de télétravail par collaborateur par semaine, parce qu'on a multiplié les lieux d'échange et les lieux de convivialité et les salles de réunion adaptées au travail. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant, parce qu'en début de confinement, on a entendu parler de la fin du bureau. Ensuite, on a entendu parler de collaborateurs qui disaient bon, peut-être qu'on veut revenir au bureau. Donc, la vérité entre les deux, et il faut savoir aussi s'adapter à cette nouvelle situation. Alors là, Pierre, vous ne parlez pas en tant que foncière ou investisseur, non, mais en tant que chef d'entreprise. Je voudrais continuer un petit peu sur ce sujet-là, parce que vous avez fait le choix, vous, effectivement, d'avoir votre siège rue des Capucines à Paris. Tout à fait. Et vous parlez en même temps du fait qu'il faut organiser ce qui se passe au sein du siège pour les collaborateurs, mais aussi probablement le télétravail et leur donner accès éventuellement à des lieux plus simples à certains moments de la semaine pour qu'ils évitent de perdre du temps à venir, par exemple, rue des Capucines. Comment est-ce que vous organisez, ou comment allez-vous organiser peut-être cette mise à disposition d'un réseau le plus varié possible, le plus large possible, de lieux de travail, que ce soit, comme le disait Laurent, le domicile des collaborateurs,
les bureaux de l'entreprise, éventuellement des tiers-lieux, pour que cette variabilisation, cette hybridation puisse prendre corps? Bien sûr. Alors déjà, en préambule, quand s'est posé la question du déménagement, on avait un outil qui était plus efficace pour répondre à la croissance de la société et on avait beaucoup de sujets de silos en interne. Donc, je retrouve tout à fait ce que vous venez d'expliquer. On a commencé à discuter avec Laurent. On a étudié la possibilité d'aller dans un coworking. Le choix qui a été fait n'a pas été financier parce que finalement, l'offre qui nous était faite était très comparable, plus tous les gains en termes de services et donc qui peuvent vous simplifier un peu la vie en tant que chef d'entreprise. Nous, en revanche, comme notre métier, c'est l'immobilier, on s'est senti, entre guillemets, obligé de développer notre propre siège et de donner notre vision de l'immobilier de demain à travers notre siège. Donc ça, c'était la raison du choix. Maintenant, les enjeux pour nos collaborateurs, c'est le télétravail est quand même quelque chose de très discriminant, puisque au travail, si vous venez au bureau tous les jours, vous êtes traité pareil. Si on est sorti des codes où vous êtes patron, vous avez 2 fenêtres, vous êtes grand patron, vous avez 3 fenêtres, qui existent encore dans certaines sociétés et certaines administrations. Donc l'idée, c'est quand même d'accompagner nos collaborateurs sur leur jour de télétravail. Et effectivement, on discute, on réfléchit pour avoir accès à une offre complémentaire pour que nos collaborateurs, collaboratrices puissent aller dans les tiers-lieux. Donc ça, je pense que je peux vous laisser en parler, puisqu'on discute ensemble. Mais nous, on est intéressés pour avoir des accès dans les tiers-lieux sur les jours de télétravail. On va revenir effectivement dans quelques instants. Merci Pierre. Pour revenir à vous, Arthur, donc vous avez fait le choix d'installer le siège de l'Express chez Regus, donc rue Kléber, à côté du Trocadéro, dans un mode qu'on appelle nous en interne, pardon pour l'anglicisme, Manage Office Solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des espaces qui vous sont dédiés, on opère le service, on porte le bail, mais vous êtes vraiment chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de ce choix-là, puisque vous étiez avant dans une formule un peu plus conventionnelle? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là? Et aujourd'hui, quel est le bilan un peu moins d'1 an après votre installation chez nous? Alors, la raison du choix, c'est qu'on a considéré que ce n'était pas notre métier. Voilà, qu'on n'allait pas, nous, investir aujourd'hui dans la création d'un service de gestion des frais, enfin, de manière générale, des services généraux qui allaient effectivement gérer notre immobilier. On a d'autres enjeux de transformation qui sont importants pour nous et qui sont vraiment au cœur de notre métier. Je dirais que c'était vraiment un raisonnement de concentration de nos efforts sur ce qui compte pour le business. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que ça nous donnait aussi accès à des services qu'on n'aurait jamais pu construire en interne. C'est-à-dire qu'on a avec Regus et puis au-delà de Regus, aussi avec l'ensemble de l'immeuble dans lequel on a accès à tout un éventail de services et de solutions qu'on n'aurait jamais recréé en interne avec une équipe parce qu'on aurait tout fait à minima, en se disant justement c'est pas core business donc on va pas investir dessus. Donc c'est le côté plug and play presque, voilà, et où à chaque fois qu'on a une question, on appelle et on a une solution qui arrive. Alors parfois on discute parce qu'on n'est pas complètement d'accord avec la solution, mais globalement on sait que ça va être géré et qu'on aura une réponse très rapide et qu'on aura une solution. Donc c'est vraiment investir nos efforts là où ça compte pour nous. Une entreprise en transformation, le temps dans un univers qui se transforme, c'est la donnée clé. C'est-à-dire que si on commence à passer du temps sur des petits sujets qui sont importants pour la vie de l'entreprise, mais qui finalement ne sont pas fondamentaux dans la transformation, on se rend compte au bout de 3 mois qu'on a perdu beaucoup de temps par rapport à la vitesse à laquelle tout se transforme. Donc nous, voilà, la clé, c'est la transformation, c'est devenir une entreprise digitale, et le reste, c'est annexe. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se sert pas de chaque composante de notre environnement pour accélérer ce mouvement de transformation. Mais en tout cas, ce n'est pas notre métier. C'est important, mais vous n'avez pas à le fournir. Vous pouvez vous appuyer sur un opérateur. C'est une forme d'infogérance. Exactement. Sur ces sujets qui ne sont pas le core business de l'Express. Exactement. Alors, dans la formule Regus, vous avez accès à cet espace qui vous est dédié avenue Kléber, sur le site Regus. Vous avez également la possibilité pour vous et vos collaborateurs de pouvoir aller travailler sur l'ensemble des 130 centres qu'on a aujourd'hui en France et 3500 dans le monde. Est-ce que cette formule qui donne cet accès est aujourd'hui utilisée par les équipes de l'Express dans le cadre dont vous parliez tout à l'heure, qui est de dire les gens viennent chez nous, il faut que le présentiel ait du sens, le reste du temps, ils peuvent travailler à distance. Est-ce que vous avez vu les collaborateurs commencer à utiliser et accéder ces tiers-lieux?
Alors, je dirais comme dans toutes les populations, on a une petite fraction d'early adopters qui ont commencé à tester, parce qu'on leur a dit, vous voyez, c'est génial, vous avez accès au Business Center Regus, 42, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 42 Paris voilà. Et donc, on a des collaborateurs qui ont testé, voilà, en disant, c'est génial, on va tester. Aujourd'hui, ce n'est pas massif encore, mais il faut prendre en compte aussi le contexte. C'est qu'on est tout le temps en train de freiner sur le fait de sortir de chez soi. Et donc, finalement, les gens viennent parce qu'on crée des occasions pour venir au bureau, des réunions de service, etc. Pas tous en même temps et de temps en temps. Là, ils vont moins venir dans les jours à venir, évidemment. Mais on n'a pas eu. Aujourd'hui, on n'est pas en mode nominal de notre organisation cible. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait qu'il y a cette possibilité, que pour beaucoup de gens, ça a été une promesse alléchante quand on l'a mis en place en juillet. Aujourd'hui, l'usage ne s'est pas développé. Mais ce qui est intéressant, je dirais, pour nous, c'est que finalement, si on prend encore un peu de recul par rapport à l'utilisation des locaux, il va y avoir effectivement les gens qui travaillent chez eux, ils savent, enfin plutôt le travail chez soi. On a besoin de se concentrer, on coupe tout pendant 1 heure, on écrit, voilà, ou on fait autre chose. Il y a le travail qui n'est plus possible chez soi, mais on n'a pas besoin d'aller au bureau pour autant. Donc, est-ce qu'on peut avoir un autre endroit où aller, où on peut être au calme, etc. Et il y a le travail où on va au bureau parce que ça a du sens aussi. Et dans l'étude de JLL, moi, ce qui m'intéresse, c'est les bureaux data-driven. Enfin, tout m'intéresse, mais les bureaux data-driven, je trouve ça particulièrement intéressant parce que je pense qu'on n'est qu'au début. Nous, aujourd'hui, on a du mal à mesurer l'usage qu'ont les gens de nos bureaux. On ne le fait pas d'ailleurs, on n'a pas de système de badge ou de choses comme ça. Mais finalement, demain, ce sera savoir quel est l'usage d'un poste en particulier, l'usage d'une salle de réunion, quelle taille de salle de réunion, et l'usage d'un tiers-lieu aussi, parce qu'on a besoin finalement de s'aérer ailleurs. Ça va être essentiel pour justement guider cette transformation. Et faire les bons choix. Et faire les bons choix, exactement. Pierre, donc, vous parliez tout à l'heure justement de dire j'ai mon siège, il faut que je pense à organiser le télétravail, donc les réseaux d'espaces de travail qu'on va mettre à disposition des collaborateurs de Keys. Est-ce que quand on parle de cette forme, finalement, c'est une forme d'abonnement à un réseau IWG, Regus, peu importe comment on l'appelle, est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent correspondre à une attente réelle de votre part et de la part de vos équipes? Oui, tout à fait. Et on le voit aussi bien pour nous que pour nos clients locataires sur notre propre patrimoine. Donc, c'est sûr que c'est une demande qui existe. Et on va dire que la petite variable importante, c'est la taille du réseau. Voilà. Donc, trouver un réseau qui soit présent à côté de chez vous. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas uniquement de Paris, on parle de quelque chose qui forcément doit être plus étendu. Totalement. Et vous, justement, si on reprend là pour le coup votre rôle de professionnel de l'immobilier et d'investisseur, lorsque vous regardez ces nouveaux territoires, ces territoires périurbains, ces villes secondaires, tertiaires, est-ce qu'avec la transformation dont on parle aujourd'hui, ces territoires-là vous sont plus intéressants, plus attractifs qu'avant? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pensez l'infrastructure n'est pas suffisante et qu'il y a pour les investisseurs une opportunité de faire plus et mieux? Ah ben ça, c'est certain. Je pense que le développement territorial français s'est fait avec la métropolisation. Bon, dans un premier temps, Paris. On connaît tous le problème de centralisation de la France. Ensuite, la métropolisation, peut-être à outrance, même s'il y a eu des développements très positifs. Et nous, on est un acteur majoritairement de région, parce que 70% de notre patrimoine est en région. Néanmoins, on voit qu'en dehors de ces villes prioritaires, il y a des villes attractives où il fait bon vivre. La qualité de vie, maintenant, est un critère important pour l'ensemble des collaborateurs, qui peuvent intéresser demain des collaborateurs qui vivent dans des grandes capitales et qui veulent un peu changer d'environnement et sur lequel il n'y a pas d'offre. Après, pour les investisseurs, il faudra trouver des nouveaux critères, on va dire, d'expertise, de valorisation, parce que forcément, ce n'est pas le cœur du marché, ce n'est pas là où il y a le plus de profondeur. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, mais on essaie, nous, de travailler sur ces sujets avec Curiosity is Keys, qui est la cellule R&D du groupe, et de porter des projets concrets sur ce sujet. Le coworking, pour moi, est un élément clé de ce changement. Donc, dans vos plans et votre stratégie d'investissement, est-ce que entre 2021 et ce qui s'est passé avant la crise en 2019, vous avez réorienté vos investissements sur ces territoires ou est-ce que c'est encore trop tôt? Non, mais c'est une conviction depuis quand même quelques années. Nous, on considère que ce qui est intéressant pour une personne physique, c'est l'idée de place de village. Je veux retrouver autour de moi tout, mon travail, mon logement,
mon commerce, ainsi de suite. Alors, on le porte peut-être parce que nous sommes villageois nous-mêmes d'origine, mais en tout cas, on y croit. On pense que la ville se redéveloppe comme ça, d'ailleurs. Et donc, ça fait quand même quelques années qu'on y réfléchit. Après, voilà, il y a des contraintes. Aujourd'hui, à la fois les investisseurs, à la fois les fonds ne sont pas encore en capacité d'y aller pour différentes raisons essentiellement économiques, mais on y travaille. Et qu'est-ce qui peut se passer à votre avis pour que ça devienne une réalité et qu'il y ait plus d'appétence de la part de… Il faut qu'il y ait une profondeur et il faut qu'il y ait une analyse financière qui soit différente de ces actifs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des potentiels de création de valeur très importants, mais il faut qu'un peu que les mentalités évoluent. D'accord. Alors, vous avez un métier, on va dire, sur lequel il y a des catégories d'activités classiques, historiques, gestion des foncières, revalorisation des actifs, investissement, financement. Est-ce que, même si ces rubriques restent les mêmes, est-ce que la transformation dont on a parlé autour des usages, de la flexibilité, du nomadisme, est-ce que vous faites ces métiers-là de manière différente aujourd'hui par rapport à ce que vous faisiez il y a 2 ou 3 ans? Déjà, la classe d'actifs majoritaire, c'est quand même le bureau. Et la classe d'actifs bureau, elle évolue dans l'attente du locataire. Parce que ce que vous avez exprimé là, il y a 10-15 ans, le locataire ne l'exprimait pas. Il était presque heureux quand on lui ait signé un bail pour être dans un bureau. Et la notion de service, nous, ça fait 10 ans qu'on fait ce métier, elle n'était pas du tout présente. Elle était totalement absente de notre métier. Moi, ce qui m'a toujours surpris. Donc, ça fait quelques années qu'on essaie un peu, à notre modeste échelle, de faire bouger les choses. On a accompagné des coworking, des initiatives avec du service dans les bureaux. Et donc, oui, notre offre, au fur et à mesure, s'est développée. L'idée, bien sûr, pour un locataire, c'est d'avoir un équilibre loyer-charge cohérent et donc que cette offre additionnelle de services soit économiquement viable et n'engendre pas un surcoût important. Alors, ça fait 2 fois que vous parlez d'avoir des coworkers dans vos espaces pour fournir le service. Parce que je considère, mais qu'on est complémentaires, en fait. Puisque, encore une fois, la demande de l'utilisateur, elle est évidente. Moi, ce n'est pas mon métier. Il y a des gens qui le font bien. C'est vrai pour plein de choses. On a tous ce réflexe dans le quotidien. Donc, je vais chercher un hyper spécialiste, entre guillemets, du sujet. Nous, aujourd'hui, dans l'immobilier, en tant qu'investisseur immobilier propriétaire, je pense qu'on n'est pas en capacité encore d'offrir du service. Donc, on préfère s'adosser et collaborer avec des gens qui savent le faire. Donc, vous pouvez travailler sur les nouvelles technologies des bâtiments, par exemple, Bien sûr. qui est déjà très, très important. Bien sûr. Et dans la chaîne de valeur, pour apporter un produit serviciel à l'occupant, que peut être l'Express, vous pensez que les opérateurs de coworking peuvent jouer un rôle d'intégrateur de services tout à fait. dans cette chaîne de valeur-là? Oui. Alors, on parlait justement d'aller dans ces territoires un peu reculés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des deals ou des partenariats à mettre en place entre un investisseur, promoteur, investisseur et un opérateur pour aller apporter dans ces villes et villages de France des coworking qui correspondrait à une demande locale et finalement l'équation financière là pourrait peut-être devenir réalité. Exactement, le sujet c'est l'équation financière, c'est qu'est-ce qu'on attend conjointement, donc entre le propriétaire et le locataire, entre le bailleur et le preneur, il faudra quand même accepter d'évoluer et de sortir de ce modèle du bail et peut-être d'avoir des relations plus transparentes et avoir, on va dire, un gain économique partagé entre les opérateurs et les propriétaires. Donc globalement, vous dites que la chaîne de valeur doit se déployer, mais vous, en tant qu'investisseur, vous êtes content du bail conventionnel tel qu'il est. Vous pensez qu'il n'y a pas trop de mètres carrés en plus sur le marché. Globalement, les choses vont changer, mais pas tant que ça. Alors, on n'est pas forcément content du modèle de bail. Nous, on le trouve inadapté aujourd'hui aux attentes des preneurs. On le trouve rigide dans nos attentes également en tant que propriétaire. Encore une fois, c'est une pratique de marché qui est là, qui est assez ancienne, puisque le bail qu'on utilise aujourd'hui remonte à quelques années, voire quelques décades. Donc, le sujet, c'est quand même de faire évoluer ce cadre, mais ça ne va pas se faire en un jour, on en a conscience. Et donc, voilà, donc il faut aller dans ce sens et il faut qu'on participe chacun à ce changement. Et après, concernant le besoin de mètres carrés, pour nous, il est présent. On est dans un momentum qui est particulier, on connaît le contexte, donc on ne va pas y revenir. Certes, il y a une baisse de la demande placée, donc on a moins de locataires, mais on voit quand même que les actifs avec du service, bien localisés, se remplissent. Et donc le sujet, il est peut-être, mais vous l'avez évoqué en introduction, que certains sujets obsolètes, le niveau d'obsolescence s'est accéléré avec le contexte actuel. Peut-être un peu plus de décentralisation géographique en plus. Exactement. On va y arriver. Okay. Merci Pierre. Laurent,
quand tu écoutes Arthur, Pierre, donc voilà, Oui, bailleur, occupant, en tant que voilà, quelqu'un qui travaille sur le développement de notre réseau et donc qui va apporter un service au marché, qu'est-ce que ça à quoi ça te fait penser? Oh, ça me fait penser à beaucoup de choses. C'est qu'il y a une vision qui est relativement partagée. Enfin, la vision de Pierre et de l'Express sont totalement partagées dans notre analyse depuis quelques années. On parlait de réseau, tout à l'heure Pierre parlait de réseau. Depuis 2014, on a lancé un réseau qui s'appelle Stop and Work, qui est d'aller adresser les besoins en deuxième, troisième couronne de l'Île-de-France, donc de s'éloigner. On n'a pas attendu, malheureusement, le Covid. Alors, certes, le Covid a accéléré cette tendance, mais on n'a pas du tout attendu. Et les sites que l'on a ouverts à ce jour sont probablement ceux qui ont le mieux résisté pendant le Covid, où on a eu vraiment une augmentation de la fréquentation parce que proximité avec les bassins d'habitation. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de côté discriminant du télétravail. Il y a aussi le côté discriminant par rapport à la qualité du logement. Un certain nombre de personnes, effectivement, ont un petit problème de taille de logement. Donc, se sont servis effectivement de nos sites. On a des problèmes avec les étudiants qu'on a adressés aussi sur certaines villes. On a ouvert nos sites aux étudiants pour pouvoir leur permettre justement de, un, communiquer et deux, avoir des espaces un peu plus efficaces que ceux qu'ils ont dans leur chambre. Donc ça, c'est le premier point. Le réseau, là aussi pour reprendre, le réseau, c'est typiquement quelque chose que l'on souhaite développer. On est en forte progression depuis 5 ans et on compte bien accélérer ce développement avec un objectif majeur qui est de mailler le territoire. Notre objectif majeur, c'est d'être présent dans tous les endroits où un besoin se fait sentir. Pierre parlait des petits villages, je ne veux plus parler des petits villages. C'est typiquement quelque chose que l'on veut adresser, pas forcément directement. On va se servir d'un certain nombre de leviers. Le premier levier, c'est la franchise que l'on a lancé, notre programme de franchise que l'on a lancé à peu près il y a 6 mois et sur lequel on a quelques bons candidats d'ores et déjà qui va nous permettre effectivement d'accélérer sur ces régions dites secondaires, sans que ce soit du tout péjoratif, un développement rapide. Le deuxième point, c'est d'accompagner, comme nous l'avons fait pour l'Express, c'est d'accompagner des utilisateurs qui cherchent des solutions clés en main. Alors, pour l'Express, c'était effectivement chez nous, parce que nous avions la place de vous accueillir, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une prise à bail supplémentaire de notre côté pour pouvoir accueillir et faire un clé en main pour un utilisateur avec un maître mot qui est de partir d'une feuille blanche, de définir vos usages, vos besoins et ensuite de construire cette solution avec de l'immobilier et amener notre savoir-faire pour l'aménager. La troisième grande piste sur laquelle aujourd'hui, et malheureusement, je dirais presque, il y a le plus de demandes et d'appétence, c'est les grands utilisateurs et les propriétaires qui font face à un volume de surface vide important. Alors, pour les utilisateurs, ponctuellement à cause du télétravail, mais aussi pour des questions de réorganisation. On peut travailler effectivement à reprendre ces espaces pour les monétiser, les faire tourner en tant que centre d'affaires et pouvoir développer des solutions intéressantes pour ces grands utilisateurs, pour les aider à passer ce cap. Et ça nous permet de rajouter des drapeaux, donc toujours dans la même idée de réseau, de pouvoir développer notre réseau. Le deuxième point, c'est de travailler, tu l'as souligné Pierre, c'est de travailler très clairement en partenariat avec des grands acteurs de l'immobilier pour non plus avoir, comme on l'a toujours fait dans le passé, ça a très bien marché, un immeuble par-ci ou par-là en fonction des disponibilités, mais d'avoir une approche qui est beaucoup plus conjointe pour se dire voilà ce que nous recherchons, nous, en tant qu'opérateurs flexibles, et voilà ce que demain, nous rechercherions en partenariat avec un promoteur, un investisseur, pour dire nous pouvons développer un programme complet de développement conjoint. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le lien avec les collectivités publiques, qui sont extrêmement, là pour le coup, très très moteurs sur un point qui est d'ancrer les populations sur leur territoire. On travaille depuis, donc je l'ai souligné tout à l'heure avec Stop and Work, depuis à peu près 5 ans sur des villes dites secondaires d'Île-de-France. Le premier site à Fontainebleau a été ouvert dans un local de la communauté de communes. L'intérêt de ces sites, donc des vrais tiers-lieux au sens littéral du terme, c'est de pouvoir ancrer une population locale et en offrant un service qui n'existait pas jusqu'alors. C'est un succès, on le sait. On va un peu plus loin aujourd'hui en travaillant, que ce soit avec le Grand Paris, bien entendu, mais aussi sur des projets ponctuels. Je vais prendre Saclay, que tu connais bien aussi, le projet de Saclay, un immeuble de 6 000 m² sur le plateau de Saclay, sur lequel on développe en lien avec la force publique et un opérateur privé qui est un promoteur. On a développé un projet qui consiste à accompagner
des sociétés, voire des individus du mode incubation, avec les universités, polytechniques qui sont installées sur le plateau de Saclay, jusqu'au développement de cette société via un incubateur, une pépinière et un hôtel d'entreprise. Donc, on va accompagner la progression de cette création de société, les suivre et ensuite faire en sorte qu'ils puissent prendre des surfaces éventuellement chez Keys. Mais très clairement, c'est l'objectif et on a ce point extrêmement important de travailler en partenariat. Et aujourd'hui, on est en pleine recherche de partenaires. Voilà pourquoi je t'ai présenté comme un fournisseur de services et pas comme un acteur purement de l'immobilier tout à l'heure. Donc, en fait, tu clarifies un certain nombre de choses. Je vais paraphraser ce que tu as dit, mais on a souvent tendance à voir IWG comme un réseau de centres d'affaires ouverts en blanc. Oui, c'est ça aussi, mais on sait aussi prendre à bail pour un locataire unique. On sait installer des implants chez un promoteur, chez un investisseur ou chez un utilisateur pour opérer des espaces flexibles. Et on a ce programme de franchisé pour aller chercher des investisseurs qui ont envie de se lancer dans ce métier-là. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de leviers de croissance, tant mieux. Après, il y a l'accès à ce réseau. Donc, l'accès, généralement, effectivement, on peut prendre des bureaux, on peut utiliser les différents centres. Je voudrais que tu nous parles de quelques contrats qui ont été signés depuis quelques semaines et qui ont vraiment été signés, là, pour le coup, à la suite de la transformation générée par la pandémie, sur ces formules d'abonnement pour les collaborateurs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vraiment, pour moi, la définition de l'utilisation de l'espace de travail comme un service que l'on consomme de manière très fluide. Alors, encore une fois, merci. Effectivement, depuis quelques semaines, ça fait à peu près 4 semaines, on a eu une avalanche de contrats qui ont été signés par le groupe IWG dans le monde, sur un modèle, comme tu le disais, qui est un modèle d'abonnement, qui consiste en fait à donner à chaque collaborateur de la société une carte qui lui permet d'accéder à tous les sites du réseau et qui permet bien entendu derrière de facturer la société dont le collaborateur fait partie à l'usage. Donc là, on est sur le pay-as-you-use absolument absolu. L'intérêt pour la société aussi, c'est d'avoir, et ça c'est l'intérêt du groupe IWG, et on est les seuls à pouvoir le proposer aujourd'hui au niveau mondial, c'est d'avoir la capacité de proposer à ces sociétés de faire un reporting à notre application aux donneurs d'ordre, en lui disant voilà qui a utilisé les bureaux, où, quand, comment, voilà le coût qui est associé, et surtout, on parlait tout à l'heure de monitorer les usages, c'est typiquement ce que l'on propose à ces sociétés. Donc ce n'est pas uniquement une rationalisation de l'usage, c'est aussi la façon de pouvoir l'analyser. Donc ça, on a signé avec NTT, un groupe, donc Nippon Telecommunication, qui est un groupe de 300 000 personnes, qui vient d'équiper tous ses salariés, donc 300 000 abonnements, avec la carte, effectivement, membership que tu mentionnais tout à l'heure, qui est un abonnement, pour utiliser nos sites partout dans le monde. C'est le plus gros. Je sais qu'il y en a un autre qui est en cours de finalisation, qui est encore plus gros, mais on avait signé dans les semaines précédentes Standard Chartered Bank, pour 95 000 salariés, Dell, je crois, pour 10 000, Cisco pour 15 000. Donc, ça se développe. C'est quelque chose que les grands groupes sont en train de développer pour justement amener la pierre dont vous parliez tous les deux, qui était effectivement dire comment on va gérer les périodes où les gens ne sont pas ni au siège, ni chez eux. Il y a une solution qui s'appelle l'abonnement membership, Enterprise Solution, qui permet effectivement d'aller dans n'importe quel site. Là, il n'y a plus du tout un site qui est attribué ou un satellite qui est défini, c'est open bar, les gens l'utilisent en fonction de leurs besoins. Très clair. Je vous avais dit qu'on essaierait d'apporter quelques réponses opérationnelles et réelles aux enjeux. Voilà un bon exemple. On a la chance d'avoir reçu quelques questions, donc on va prendre les 10-15 minutes qui nous restent pour pouvoir les voir. Première question, d'après vos études, quelles sont les villes où le coworking a du potentiel? Je pense que c'est une question pour toi, Laurent. C'est pour Pierre. Voire Pierre, puisque c'est vrai que Pierre a une bonne présence en dehors des grandes agglomérations. Ce sera intéressant effectivement d'avoir aussi… Je peux répondre avec l'expérience d'IWG. Allons-y. Aujourd'hui, il n'y a pas de blocage sur la taille d'une ville ou sur le tissu économique. Pierre l'a souligné tout à l'heure, ce qui est important, c'est véritablement les usages. Or, en termes d'usage, c'est plus le bassin d'habitation. Si dans une ville, il y a très peu d'économie, mais un bassin d'habitation suffisamment important pour pouvoir accueillir un coworking qui servira de tiers-lieu, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Donc, on étudie aujourd'hui, pour être très transparent avec vous, on étudie aujourd'hui des villes qui vont jusqu'à 25 30 000 habitants, donc plutôt des petites villes, encore une fois que ce soit péjoratif, sur lesquelles on étudie des projets de coworking.
D'ailleurs, en général, ces villes ont déjà, c'est les collectivités, j'en parlais tout à l'heure, les collectivités sont déjà à l'étude sur des projets de coworking public pour éventuellement attendre qu'un opérateur privé vienne s'installer. Tu parlais de Stop and Work tout à l'heure. Les villes qui, aujourd'hui… Alors, les villes, c'est Fontainebleau, c'est Beauvais. Voilà. Donc, on est vraiment dans la 3e, voire 4e couronne parisienne. Brunois, Maison Lafitte, Alfortville, je vais en oublier, forcément, Massy-Palaiseau. etc. Donc voilà, effectivement des villes périurbaines, donc une bonne preuve de ça. Quels sont les projets de développement en France? Je pense qu'on en a déjà bien parlé. Arthur, pour vous, combien êtes-vous? Combien de mètres carrés avez-vous? Donc voilà, question très immobilière là pour le coup. Très simple. Aujourd'hui, on est 110 collaborateurs et on est environ, enfin on a un plateau de… alors Laurent est à côté, il dirait mieux que moi, mais Laurent qui est notre interlocuteur chez Regus, pardon, de 600, je dirais 650 mètres carrés à peu près. D'accord. 650 mètres carrés. Et en termes de desk? Et on a 70 desks. Et vous, donc nous, notre idée, c'est qu'il n'y a jamais tout le monde en même temps. Alors j'exagère un peu parce qu'en fait, en termes de place, si on prend les places dans les salles de réunion, dans les espaces collaboratifs, on arrive à un peu plus de 110. Mais en tout cas, sur les desks, on est resté à 70. Et donc, c'est une densification plutôt agressive par rapport à la moyenne du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de services communs et de zones communes qui sont à votre disposition, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir en interne. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Donc, ça vous permet effectivement d'être très ambitieux sur la densification, parce que ces choses-là sont à votre disposition sans que vous ayez à porter les coûts et être les seuls à le faire. Oui, et aussi juste sur les usages, les locaux de l'Express auparavant n'étaient jamais pleins. On est une entreprise où il y a toujours une partie des gens qui sont chez eux en train de finir leur papier, voilà. Donc on était de toute façon jamais dans l'idée que tout le monde doit être là au même moment. Et si c'est le cas, ce sera dans l'amphithéâtre. Et voilà. Alors peut-être un conseil pour les gens qui sont intéressés par une solution de coworking, c'est de ne pas réfléchir en mètre carré, mais vraiment de réfléchir en desk, puisqu'en fait, votre lieu aujourd'hui chez Regus vous offre des espaces communs et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas avoir cette comparaison. On a souvent la discussion avec nos interlocuteurs. Je pense que c'est une mauvaise comparaison. C'est un bon point et on se bat tous les jours. C'est pour Laurent, c'est pour faciliter. Question, je pense, pour Laurent. Si je suis intéressé par le Managed Office Solution, donc l'exemple de l'Express, à savoir nous portons le bail pour un espace que nous opérons pour un client unique, quels sont les avantages et puis-je faire varier mes surfaces pendant le contrat? Alors, sur les avantages, je ne vais pas revenir parce que je pense que ça a été largement expliqué. Pour la variabilité, oui, enfin, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas signé une durée de bail complète. Donc, effectivement, notre métier, c'est d'être intégrateur de services dans le cadre d'un modèle effectivement peu flexible aujourd'hui qui est le bail et de proposer des solutions qui peuvent varier dans le temps. Donc oui, effectivement, on peut tout à fait envisager dès le départ dans le contrat une variabilisation des surfaces. Parfait. Alors, comment voyez-vous les plateformes de réservation d'espace de travail dans la chaîne de valeur, les opérateurs de workspace étant limités à leur offre de lieux propres? C'est une bonne question, je veux bien la prendre. C'est un peu le combat des hôtels contre des plateformes comme Booking. On n'en est pas là aujourd'hui dans des notre journaux métier. Contre Google. Google News versus venir sur un journal pour lire un contenu en particulier. Exactement. Alors, sur le sujet des espaces de travail, aujourd'hui, on n'a pas ce risque-là. On a quelques agrégateurs qui le font, mais on est sur un métier où l'opérateur qui possède le lieu a une puissance assez forte encore aujourd'hui. Et si on prend l'exemple d'IWG, puisque je suis là pour en parler, lorsque vous avez 3500 centres dans le monde, vous êtes par essence un agrégateur d'espaces de travail. Il se trouve qu'ils sont tous sous la même holding, mais lorsqu'on a une demande quelque part dans le monde, on a la chance d'être présent dans 120 pays, 1000 villes, on a une bonne chance d'avoir la capacité à y répondre. Donc, il faudrait qu'il y ait un agrégateur qui dépasse cette masse critique-là avec cette puissance de visibilité, de présence internationale pour qu'il puisse y avoir un intérêt pour le client. Donc, aujourd'hui, en tout cas chez IWG, on a la capacité à fournir un service qui est suffisamment large pour ne pas avoir à compter sur des agrégateurs pour répondre aux besoins des prospects.
Quel type d'immeuble se prête au coworking, Pierre? C'est pour Pierre. Je peux y tenter d'y répondre. A priori, ce sont plutôt des immeubles qui ont un capacitaire élevé. Donc, un capacitaire, c'est une capacité à avoir beaucoup de personnes au mètre carré dans l'immeuble, puisque, on vient de l'expliquer, il y a quand même une certaine densité dans les aménagements du coworking. Et ce sont aussi des immeubles, si possible, avec des espaces extérieurs, et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt des immeubles de conception moderne qui permettent de recevoir le flux et de le gérer de manière sereine, en respectant les normes de sécurité. Toujours. Laurent, un complément? Oui, je suis 100% d'accord avec Pierre. Même si certains immeubles anciens y participent aussi et peuvent être de très bons espaces de coworking, l'intérêt, comme disait Pierre, c'est qu'ils soient efficaces pour notre activité et pour le bien de nos clients. Et surtout que derrière, effectivement, ils proposent, et c'est une demande forte, des espaces extérieurs et une qualité d'usage forte. Voilà. Parfait. Mais il n'y a pas de point rédhibitoire sur un immeuble. Je dirais même que pour un investisseur, l'immeuble de coworking, c'est le meilleur immeuble. Parce que quelque part, il est réversible et il peut aller avoir un autre usage à terme. Très polyvalent. Donc, c'est vrai qu'on peut transformer un immeuble ancien, pas mal de CAPEX, Oui. donc ce serait une négociation avec le propriétaire. Mais une fois que l'immeuble a été transformé ou adapté, c'est un immeuble qui est très efficient pour un propriétaire. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il nous reste des questions. Je crois qu'on a fait le tour. Non, il en arrive. Il en arrive. Pouvez-vous aménager des espaces chez les grands utilisateurs? Oui, par nature. Et on travaille aujourd'hui sur quelques sujets avec de très, très grands utilisateurs qui ont beaucoup de surface vide et qui nous demandent effectivement d'aller aménager soit pour leur propre compte, donc ce qu'on appelle du corpo working en interne, des espaces dits flexibles et de coworking, soit de, effectivement, comme je disais tout à l'heure, utiliser des surfaces qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui, nous-mêmes, pour monétiser, générer un revenu sur ces surfaces. Donc oui, absolument. Donc, soit sous forme de contrat de gestion, soit sous forme de sous-location, par exemple. Absolument. Prenons un exemple. Il y a eu un partenariat qui avait été mis en place avec un grand groupe de distribution dont je ne donnerai pas le nom. Est-ce que tu peux partager un peu plus en détail le partenariat qui avait été mis en place avec eux dans le 7e, rue de l'Université, par exemple? Oui. Alors, c'est effectivement quelque chose où on a repris une surface inoccupée par ce grand groupe de distribution que l'on a aménagé en centre d'affaires, que l'on a exploité nous-mêmes. L'expérience a montré de façon extrêmement rapide qu'en fait, le principal utilisateur de cet espace, c'était le grand groupe lui-même, qui était sur les étages au-dessus et en dessous, et qui, in fine, nous a toujours utilisé à 20, 30, 40% de notre site pour effectivement gérer les flux et les débordements. Et étonnamment, effectivement, l'équation a été positive pour tout le monde, positive pour nous, puisque nous avions un nouveau centre avec un client qui était proche et qui était un gros utilisateur du centre, et en même temps, pour eux, puisqu'in fine, ils se sont débarrassés d'une grande surface pour ne la réutiliser qu'à 20, 30 ou 40% sur des délais courts. Donc, c'était un très bon deal mutuel. Donc, flexible en termes d'utilisation et optimisé en termes financiers. Absolument. Quelles sont les marques et les services proposés dans le cadre de l'offre aux franchisés? Alors, les marques et les services, c'est toutes les marques du groupe IWG. En France, nous en opérons 5 aujourd'hui. 5 à ce jour. Nous opérons 5 marques et les services, c'est exactement les mêmes services que ceux qui sont proposés dans n'importe quel centre d'affaires, c'est-à-dire accueillir des clients pour des solutions de bureau, fournir des services et faire en sorte que derrière la plateforme IWG, la plateforme de services centralisés IWG qui gère nos sites pour notre compte, puisse être mise à disposition des franchisés pour opérer ce business. C'est parfait. Dans le cadre du décret tertiaire, comment informez-vous vos clients sur leur consommation annuelle par usage? Donc, est-ce que c'est une question pour Pierre ou pour Laurent ou pour... Non, je n'aurai pas de joker de Laurent. Je vais lui laisser la parole sur ce sujet. Mais c'est un sujet. Oui, c'est un sujet. Alors, rappelez peut-être le décret tertiaire. Un décret tertiaire consiste pour le locataire à transmettre à son propriétaire un certain nombre d'informations sur ses consommations de fluides bien variés, et voire même dans certains cas, et certains propriétaires commencent à le faire, à nous demander aussi les consommations de déchets. Alors justement, ça, je rebondis là-dessus. Nous, en tant qu'investisseurs, aujourd'hui, on est intéressés dans une démarche ESG. On a notamment labellisé nos premiers fonds ISR, donc investissement socialement responsable. Et même en tant qu'entreprise, on peut être intéressé tout simplement de cette démarche. Donc c'est vrai que c'est de la data
qu'on a besoin de récupérer et c'est un peu un élément nouveau. Préalablement, il y avait le label certification au tout départ, mais on s'intéressait peu à la réalité. Aujourd'hui, on rentre dans une démarche qui est, à mon avis, un peu plus vertueuse. Qui est plus opérationnelle et qui tend à avoir des objectifs de réduction effectivement de consommation. Donc, c'est le décret tertiaire. Pour cela, il faut avoir une base de départ, un référentiel. Donc, c'est effectivement, on transmet nos data en tant que locataire à nos propriétaires pour qu'ils les rendent sur une base de données nationale. À ce jour, je rappelle que nos clients n'ont pas à nous transmettre leurs données puisque c'est nous-mêmes qui fournissons les fluides à nos clients, donc on est capable de tout à fait donner les consommations à nos propriétaires. Nos clients ne sont pas aujourd'hui redevables du décret tertiaire dans la mesure où ils ne sont pas sous la forme d'un bail. Bien. Je crois qu'on a fait le point sur les questions et puis on arrive surtout à la fin de l'heure. J'espère que cette table ronde vous a appris des choses. Encore une fois, les plus opérationnelles possibles, c'était un peu l'objectif qu'on s'était donné. Merci d'avoir suivi ce bon moment. Je voudrais remercier Arthur. Donc, je vous souhaite d'être la première entreprise digitale dans le monde des médias, la plus forte en tout cas. Pierre, je vous souhaite de trouver des partenaires pour aller partout en France, y compris sur les villes et les villages de France. En tout cas, nous, on sera avec vous si vous souhaitez qu'on travaille sur ces sujets-là. Laurent, je te souhaite d'avoir des centres un peu partout, d'en avoir le plus possible. Et voilà. La lourde charge de remplir. Absolument, que j'aurai la lourde charge de remplir. Cette table ronde sera bien évidemment mise en ligne. Et donc, j'invite tous les gens qui ont trouvé un intérêt à la partager avec leurs contacts. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Merci.